Bon, je propose qu'on démarre, si vous êtes d'accord. Donc, je voulais rappeler une chose, nous sommes enregistrés. Donc, je tenais à le rappeler aux uns et aux autres, voilà, puisque ce sera par la suite diffusé sur le site d'ICOM. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas Juliette Raoul-Duval, notre présidente ICOM France, qui anime, puisque Juliette est mobilisée dans une semaine très dense avec l'AG d'ICOM au niveau international. Et donc, elle m'a demandé de bien vouloir animer ce débat. Donc, je crois les uns et les autres pour vous avoir déjà croisé lors des précédents débats virtuels que vous en connaissez bien les principes. On a imaginé en fait ce cycle de débats pour nous relier, nous les professionnels de musée, pendant le confinement et aussi beaucoup après, pour mettre en commun nos difficultés, mais aussi nos solutions. Et donc, à chaque session est proposée une thématique, et aujourd'hui, elle est consacrée plutôt au jeune public. Que préparez-vous pendant l'été pour ces jeunes publics? Alors, je vous l'accorde, l'été est déjà bien amorcé. Et aussi, et c'est à venir, que préparez-vous pour la rentrée scolaire? Alors, je tiens à remercier nos 4 intervenantes du jour, qui sont d'une part Virginie Mathurin, chargée de mission au ministère de la Culture et de la Communication, et qui donc s'occupe notamment de la question d'éducation artistique et culturelle. Je remercie aussi Lorraine Bertrand, qui est donc responsable des publics au Musée national du sport à Nice, donc un exemple de musée national en région. Nous aurons aussi Hélène Fourneau, qui est responsable du service culturel et éducatif des musées de Strasbourg. Et enfin, Laure Ménétrier, qui est donc la nouvelle directrice du musée du vin de Champagne et d'archéologie à Épernay. Donc, je vous laisserai aux unes et aux autres à peu près 5-6 minutes d'intervention. Et le but, au final, c'est d'amorcer le débat pour permettre ensuite aux différents participants d'alimenter le contenu, mais aussi poser des questions, soulever des problématiques qui auraient pu nous échapper. Alors, pour mettre les choses en contexte, l'été culturel, l'été apprenant, c'est vrai qu'après ce confinement et compte tenu de la crise sanitaire qui est toujours là, ça appelle une réflexion spécifique, une certaine révision des pratiques également de la part des professionnels, une forme d'adaptation aussi pour nos publics habitués, mais on a aussi des nouveaux publics qui arrivent à ce moment-là. Et finalement, la question, ce sont quelles médiations proposer, avec quelle thématique, quel sujet, comment. La question du comment et de la pratique n'est pas anodine. À combien aussi, puisque nous sommes les uns et les autres concernés par des jauges. Et on fait comment aussi avec d'autres publics qu'on a peut-être tendance à oublier, mais qui sont aussi présents pour les enfants, par exemple les publics en situation de handicap, quelle prise en compte de leur situation. Alors, on va aussi apporter dans ce débat, je pense, la question du rapport du numérique et du présentiel. Quelle complémentarité entre ces deux polarités, sachant que le confinement, en fait, a apporté maintenant des habitudes en termes aussi d'activité numérique. Alors, je vous propose de commencer ce débat avec Virginie Mathurin, qui donc va nous présenter en quelques mots son département au ministère, certainement nous livrer aussi quelques informations statistiques qui sont toujours des éléments précieux de contexte, nous rappeler l'été culturel, c'est quoi, et nous donner des exemples certainement parce qu'elle est en lien avec de nombreux médiateurs sur le territoire national. Et elle va certainement aussi nous évoquer la circulaire de rentrée. Donc, Virginie, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous.
Je suis ravie d'intervenir dans ce cycle initié par l'ICOM France. Effectivement, alors moi, je suis chargée de mission éducation artistique et culturelle au département de la politique des publics à la Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture, voilà, pour vous dire d'où je parle. Et je voulais, avant de parler de l'été culturel, de l'été apprenant, de redonner quelques éléments de langage sur ces différentes opérations, vous indiquer un petit peu ce que nous, on sait des scolaires dans les musées, puisque notre département a aussi un pôle d'études sur lequel enfin, on travaille sur les musées à partir de données que tous vous, ici, vous nous faites remonter. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, je vous présente on vous mettra le lien, ma collègue Florane, qui est aussi à la conférence, vous mettra le lien de ce. Alors, il est à l'envers, mais c'est un patrimostat. C'est notre. Voilà, elle vient de vous l'envoyer à l'instant. C'est un peu notre Bible du département qui redonne toutes les statistiques des patrimoines à un an. C'est-à-dire que là, c'est le 2019 qui vient de sortir sur sur l'année 2018. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a remarqué que ces 2 dernières années, que ce soit dans les musées en région, ou les musées nationaux, ou les musées de France en général, il y a eu une grande croissance du public scolaire. Après les années 2015-2016, où on sait très bien qu'il y a eu un effondrement des publics scolaires dans certains musées, nous sommes revenus à vraiment une fréquentation très intéressante. Et ce qui était très intéressant et que je tenais à souligner, parce que c'est certainement ce qui va se passer, mais ça c'est à vous de nous le dire, les musées avaient inventé de nouvelles façons d'accueillir les scolaires à la suite des attentats qui avaient frappé la France, parce qu'effectivement, on ne pouvait plus accueillir les scolaires de la même manière en raison des consignes de sécurité. Et donc, il y avait eu à ce moment-là, depuis 2016 en fait, le développement, par exemple, des créneaux de visite prioritaires pour les très gros établissements pour éviter l'attente. D'autre part, il y avait aussi, pour relancer un peu la visite, de nombreux musées qui avaient proposé la gratuité de l'entrée du musée, mais aussi des visites conférences, ce qui permettait aux enseignants de ne pas avoir un frein par rapport au coût de la visite conférence dans les musées. Il y avait eu également un grand développement de la formation des enseignants qui se fait de très longue date dans tous les musées, mais vraiment une envie d'aller chercher les enseignants sur d'autres formes que simplement le contenu pédagogique, de voir ce que pouvait être le soutien du musée dans la continuité pédagogique. Et enfin, il y avait aussi beaucoup de développement de ressources. Et je sais que vous l'avez fait aussi énormément pendant le confinement. Et d'ailleurs, ça a été très intéressant et ça va l'être juste à la fin de mon intervention, je vous le redirai. Tout ceci n'a pas servi uniquement aux scolaires, mais aussi aux parents, aux familles en général, aux centres de loisirs, aux animateurs. Donc ça, c'est de là où on part. Et donc, malheureusement, on sait que certainement l'année 2019 ne sera pas une année statistiquement très favorable aux scolaires, sans doute. Et donc, que peut-on prévoir dans cet été culturel et à la rentrée avec les scolaires? Donc, l'été culturel, en 3 mots, ça a été, donc il y a eu dans un premier temps l'été apprenant qui a été initié par l'Éducation nationale. L'idée était de dire, voilà, cet été, on va essayer d'une manière ou d'une autre de reconstruire un lien social avec des éléments pédagogiques. Et donc, il y a eu ce que nous connaissons quand on est en musée, il y a souvent les écoles ouvertes où on accueille des jeunes qui sont encore avec leurs enseignants pendant le mois de juillet ou de la école ouverte pendant juillet et pendant août sur des formes différentes. 3-4 jours qu'ils appellent le parcours buissonnier, les colonies de vacances, les colos apprenantes, ou encore des semaines balisées d'école ouverte. Ça, ce sont des choses qui sont vraiment liées à l'éducation nationale. Et si vous en faites partie, peut-être que dans les auditeurs qui nous ont rejoints, il y a des musées qui y participent. C'est vraiment construit avec l'inspection de l'éducation nationale, et ce n'est pas tellement à la volonté du musée de proposer ses ressources, certes, mais c'est davantage l'éducation nationale qui vient chercher un appui. Et donc, le ministère de la Culture, et notamment un groupe qui a été mené avec Noël Corbin, qui est inspecteur général des affaires culturelles au ministère de la Culture, de construire un été culturel. C'est-à-dire que de se dire que le lien social, certes, c'était aussi pour les scolaires, c'était pour les enfants qui avaient été décrocheurs, mais c'est aussi pour tous. C'est-à-dire que les familles allaient peut-être moins partir en vacances et allaient avoir besoin de faire autre chose, et quelque chose à la fois de ludique
et qui permettait de poursuivre tout ce qui avait été fait pendant cette école à la maison, mais également pour les accueils de loisirs qui allaient profiter des musées pour essayer de faire quelque chose avec les enfants et généralement pour le public jeune. Donc ça, c'est une enveloppe spécifique qui a été donnée au DRAC pour aller construire avec les musées, mais l'ensemble des institutions culturelles par territoire, des contenus pour relancer l'activité, redonner de l'allant et surtout donner des moyens pour que dans les territoires, il y ait des propositions culturelles fortes cet été. Alors nous, on va parler effectivement de ce qui s'est passé dans les musées. Il y a chaque DRAC et chaque territoire a reçu une dotation et construit des appels à projets. J'en parlerai, j'en citerai quelques-uns, mais peut-être que certains d'entre vous pourront rebondir parce que vous les vivrez de vous-même. Et puis, il y a eu aussi les opérateurs nationaux qui ont été sollicités pour construire des programmations. Alors, certes, beaucoup en région, enfin en Île-de-France, mais aussi, d'ailleurs, avec aussi le soutien de la DRAC Île-de-France, et puis dans tous les musées nationaux sur le territoire. L'idée était de faire venir à la fois les familles, les enfants et aussi soutenir la création. C'est-à-dire que pour accueillir aussi les artistes, essayer de montrer combien il pouvait y avoir un lien entre artistique, patrimonial, pratique culturelle, pratique artistique. Et donc, il y a de très belles programmations qui ont été proposées. Donc, j'en dis quelques-unes, mais il y en a tellement. Hein, c'est vraiment des centaines et des centaines de propositions. Donc, je peux vous donner un exemple. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un appel à projet qui a été mis en place et non pas pour essayer de favoriser la multiplicité des propositions. C'est un appel à projet en DRAC Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle « Prendre l'air du temps ». Et donc, l'idée, c'est comment créer une présence artistique auprès des enfants et des jeunes sous forme de résidence courte. Alors, ça peut être justement dans un musée ou dans un lieu patrimonial. Un soutien aux équipes artistiques et des petites formes artistiques dans des lieux qui ne sont pas des lieux de spectacle, justement. Donc ça, c'était des propositions. Je fais un petit focus en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a eu, par exemple, un certain nombre d'écomusées qui ont décidé de faire des interventions musicales et dansées, donc à l'écomusée des Maisons Comtoises de Nancré, une résidence artistique et culinaire à l'écomusée du Pays de la Cerise, ou des mini-concerts à l'écomusée de la Bresse bourguignonne. Donc, vous voyez, c'est des choses qui peuvent être très diverses, à la fois des choses que vous faites toujours, mais qui ont une particularité qui est de faire venir un public large. Et puis, il y a les opérateurs nationaux qui ont pu faire des choses avec d'autres moyens. Hein. On en a conscience, mais qui sont aussi beaucoup centrés sur les publics dits éloignés de la culture ou du champ social. Alors, j'ai peu d'exemples sur le handicap. Peut-être que certains d'entre vous pourront le faire. Le Centre Pompidou, par exemple, a proposé des workshops avec l'association Le Mur, qui propose en fait des créations de street art pendant tout le mois de juillet, dans 6 lieux dédiés et qui permettent en fait de travailler avec un street artiste et des jeunes et donc de faire de la création artistique. Ils font également, le Château de Versailles propose des ateliers artistiques pour les jeunes en centre de loisirs ou justement en école ouverte. Et le musée du Quai Branly a musclé, je dirais, son programme Jardin d'été afin de faire venir de nombreux partenaires avec lesquels il travaille à l'année du champ social et pour l'ensemble des familles et des visiteurs individuels également. Mais l'idée, c'était de tendre la main aussi à ceux qui n'auraient peut-être pas la possibilité spontanément de venir. Et je précise que l'idée était aussi de dédier ces programmations de manière gratuite afin de favoriser la venue. Donc voilà, alors il y en a plein d'autres, on pourra vous mettre d'autres exemples si vous le souhaitez. Et donc, pour vous faire la différence, par exemple, le musée d'Orsay fait de l'été culturel, mais aussi de l'été apprenant. C'est-à-dire qu'ils accueillent, ils ont commencé dès le mois de mai avec le fameux protocole 2S2C, dont vous avez peut-être entendu parler, sport, santé, culture et civisme. Et ils ont poursuivi pour l'été pour accueillir des jeunes en situation de décrochage. Et de la même manière, en fait, ils font aussi l'été culturel pour les familles. Donc, les musées peuvent aussi faire les deux choses à la fois. Et enfin, les opérations nationales que nous portons, nous, au ministère de la Culture, comme par exemple C'est mon patrimoine, ont continué et sont programmées comme habituellement pour accueillir des jeunes dans le cadre de centres de loisirs ou d'associations ou de fédérations d'éducation populaire
environ 250 projets cette année, ce qui fait à peu près 40 000 jeunes qui seront accueillis. Pas nécessairement tous sur le temps de l'été, peut-être que certains ont reporté au temps de la Toussaint, parce qu'il était difficile parfois de prévoir les choses pour cet été. Alors, pour terminer, je me dépêche parce que je sais que j'ai déjà trop parlé. J'ai peut-être, comme vous l'avez également fait, j'ai pris le temps de regarder la circulaire de rentrée de l'Éducation nationale qui est parue il y a une dizaine de jours, avec celle qui est en complément. Je le redirai. Effectivement, donc Florane Bourgine, ma collègue, vous l'envoie de suite, comme ça vous pourrez la voir. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment un intérêt. Il est indiqué que les arts et la culture sont tout à fait nécessaires et indispensables à la reprise de cette rentrée dès le mois de septembre. Je tiens à signaler toutefois, dans vos propositions et dans ce que vous pourrez faire, il est indiqué que de septembre à novembre, la priorité sera à la remise à niveau. Donc, il faut peut-être avoir en tête que de septembre à novembre, il y aura certainement des scolaires qui viendront vous voir, mais il faudra peut-être aussi s'attendre à ce qu'il y ait une certaine chute de cette fréquentation sur cette période, puisqu'il est indiqué que les enseignants doivent vraiment travailler sur les évaluations et la remise à niveau. D'autre part, ce qui faut aussi retenir, c'est que quelques jours plus tard, il y a à peine une semaine, l'Éducation nationale a aussi envoyé un complément à cette circulaire qui s'appelle la continuité pédagogique en cas de confinement. Et donc, tout est déjà prévu. Si il y avait reconfinement total, cela semble peu possible, mais en tout cas partiel. Chaque académie a son plan de confinement et son support numérique. Et il existe des mallettes des parents qui sont déjà en cours de construction. Et il y a dans ces mallettes des parents tout un coin qui est réservé aux arts et à la culture et qui demande des ressources. Donc peut-être que ce que vous avez pu produire pendant le confinement, c'est quelque chose qui pourra être repris à ce moment-là. Voilà. Alors, j'ai plein d'autres informations, mais peut-être que vous en avez d'autres, et donc je laisse la parole aux uns et aux autres. Merci beaucoup Virginie pour cette intervention qui nous permet de bien distinguer l'été culturel de l'été apprenant, qui nous a nourri d'exemples. Et puis merci aussi pour ces précisions par rapport à ce qui peut nous attendre comme évolution de fréquentation à la rentrée. Merci aussi pour les documents déjà diffusés. Donc, je propose, sans plus attendre, de donner la parole à présent à Lorraine Bertrand, puisqu'elle a son expérience au Musée national du sport à Nice. Comment fait-on quand on est un musée national en région pour continuer à accueillir les enfants, les scolaires dans les meilleures conditions? Alors bonjour à tous, déjà merci pour cette invitation. Nous, on a repris l'accueil en tout cas des groupes d'enfants depuis le 1er juillet, même si on était ouvert depuis le 11 mai. Par rapport au public enfant, on a 4 types de publics. On va avoir les publics individuels, les publics scolaires, les publics de centres de loisirs et nos activités plutôt plus commerciales en direction des individuels autour des anniversaires et de notre escape game qui est une activité qui fonctionne bien chez nous. On a repris toutes les activités sauf l'escape game pour l'instant pour des raisons sanitaires. Donc on a commencé, comment on a travaillé, on a déjà travaillé sur les protocoles d'accès au musée de façon spécifique. Ça a été la première chose à faire pour ensuite décliner notre offre, notre action culturelle. Donc nous, on est sur un groupe, on est sur une jauge de 12 dans le cadre des groupes. On a travaillé sur différents protocoles au Musée national du sport. On a travaillé sur, bien sûr, les protocoles de l'éducation nationale pour les scolaires, les protocoles de la jeunesse, particulièrement en lien avec la direction départementale de la cohésion sociale et de la jeunesse sur notre territoire, pour pouvoir s'adapter au mieux à l'accueil des centres de loisirs qui sont un public qui viennent particulièrement au musée du sport.
et également les protocoles du ministère des Sports, puisqu'on ne propose pas du sport, mais de l'initiation. Et donc, on a dû voilà, faire et bien sûr, ministère de la Culture. Bien sûr, voilà, faire un mix de ces protocoles en prenant les protocoles les plus stricts, mais également ouvrant la possibilité voilà, de se dire s'il y a un centre de loisirs, voilà, comment il fonctionne dans sa structure pour que je puisse l'accueillir au mieux au sein du musée et que ça ne l'empêche pas de venir. Donc, avoir bien connaissance des protocoles des enfants qui sont accueillis dans notre structure et qui auraient envie de venir chez nous. Donc, une jauge de 12, des parcours. On a travaillé sur, en prenant l'exemple des pistes bleues, rouges, noires, vertes du ski. Et on a créé différents parcours de visite avec la préoccupation que les groupes ne devaient pas, donc les groupes ou les individuels accueillis dans le cadre de médiation programmée, ne devaient pas stationner devant les mêmes vitrines ou au niveau des mêmes endroits physiques dans le musée, même si les grands, voilà, on a travaillé sur des parcours en évitant les croisements, etc. On a mis en place une salle de quarantaine avec le matériel pédagogique qui ne doit pas s'échanger ou le moins possible, en interdisant les ateliers en intérieur et en privilégiant les ateliers en extérieur, puisqu'on a la possibilité de le faire au musée. Et voilà, avec ces contraintes-là, on a travaillé notre offre de cet été et on est en train de travailler sur l'offre de la rentrée avec ce même protocole pour le moment. Oui, j'oubliais, on a essayé aussi pour la distanciation de travailler sur des choses pédagogiques qui permettent le respect de cette distanciation. Et on a imaginé voilà, que les enfants soient avec des cerceaux pour permettre donc la distanciation, ou au niveau des petits groupes, donc des groupes de 12, une corde d'alpinisme avec des repères tous les mètres pour que dans le cadre de certaines visites où ils sont les uns derrière les autres, voilà, on a joué aussi, on a essayé d'être inventif pour détourner ces règles et les faire le plus respecter sous la forme du jeu. Donc, une fois ces protocoles posés, on s'est bien sûr intégré particulièrement au 2S2C et à l'été apprenant, puisque au niveau des scolaires, on était déjà à tard, même si on a reçu 4 groupes de scolaires, plutôt des collégiens, sur le début juillet. Et ensuite, donc on s'est attaché particulièrement au groupe de centres de loisirs avec le dispositif des colos apprenantes et de ces vacances apprenantes. Comment on a procédé? On s'est rapproché de la direction départementale cohésion sociale du département. On leur a émis des projets et il y en a un particulièrement qu'ils connaissaient déjà chez nous et qu'ils ont voulu supporter, en tout cas soutenir. Et donc, les centres de loisirs qui viennent dans le cadre de journées d'intercentre, alors ça peut paraître bizarre puisqu'ils n'ont pas le droit normalement les groupes de se mélanger, mais l'idée est de créer des rencontres où ils ne vont pas se toucher, mais ils vont pouvoir quand même en face à face, avec le respect des distanciations, se rencontrer, puisque voilà, ne pas les enfermer dans un seul et même groupe et d'avoir quand même des échanges entre structures.
avec vraiment un protocole important. Mais du coup, cette DDCS nous a soutenus et apporte un financement au centre de loisirs qui souhaite s'inscrire sur ces intercentres. Qui sont composés de visites et d'ateliers culturels et sportifs, où on mélange, nous, systématiquement les deux, au sein du musée, pendant toute une journée. Et donc, on a 3 dates qui sont prévues durant l'été. Sur les individuels et également sur les centres de loisirs, on a aussi développé des activités. Alors, nos médiations se sont adaptées sur des visites ateliers, vu qu'on ne pouvait pas faire d'ateliers dans une salle fermée. Au final, on a davantage travaillé sur un principe qu'on appelle, nous, de notre côté, la médiation par le corps, où l'objectif est de s'approprier l'objet ou l'œuvre qu'on a devant nous en bougeant. Alors, en bougeant de façon pas importante, hein, ce sont des petits gestes puisqu'on est dans un espace quand même qui est fermé. Mais malgré tout, on a voulu développer ce principe-là. Donc de la médiation par le corps, et pour ne pas perdre nos publics de centres de loisirs qui ne viennent jamais que pour une visite, mais qui viennent systématiquement pour une visite et un atelier. Étant donné qu'on ne pouvait pas faire d'atelier en intérieur, on a développé davantage nos ateliers en extérieur et fait appel à des sportifs pour nous aider, et on a développé avec eux des activités de Qigong et de Wushu, qui sont des activités donc plus, en tout cas culturelles, qui sont riches, où il y a plein de choses à dire, et également qui sont pour le corps. On n'est pas sur des activités physiques fortes, mais on est plutôt sur des activités physiques douces. Donc voilà, que les enfants ne connaissent pas forcément. Voilà, sur les individuels, on a limité, nous, notre offre de cet été. Cependant, on s'est axé sur le très jeune public, la famille et les adolescents, avec pour les très jeunes publics des comptes à gigoter, qui sont sur le même principe de la médiation par le corps, mais voilà, pour les tout petits. Sur les familles, des défis en famille, où pareil, là pour le coup, on va prendre le principe de la tribu et on va se faire opposer, donc sans se rencontrer, sans se toucher, sans partager de matériel. On va donc développer une médiation autour de la confrontation de différentes tribus. Et pour les adolescents, une visite atelier mettant en valeur le breakdance pour les attirer sur ce type d'activité. Et donc, la visite se fait également en mouvement, mais cette fois-ci, ce sont des mouvements de breakdance qui sont associés aux œuvres présentes. Nous avons développé durant le confinement nos ressources, hein, comme tous les autres musées. Et lors du déconfinement, on a fait 3 visios avec les enseignants et les opérateurs de la DAC de l'Académie de Nice pour préparer l'année prochaine. Parce qu'on savait bien qu'une année scolaire se prépare en amont et on voulait absolument pouvoir proposer notre offre pédagogique pour les scolaires aux conseillers pédagogiques et aux différents acteurs avec lesquels on travaille de l'Éducation nationale, pour que, malgré la période, des projets puissent être imaginés, initiés le plus possible en amont, voilà, en fonction de notre programmation culturelle de l'an prochain. Donc, ces 3 visio-formations ont été réalisées avec l'aide de Canopé. Voilà. Donc, on prépare la rentrée avec beaucoup d'incertitudes, hein, sur les jauges, de savoir sur
les scolaires particulièrement. Donc, je vais lire avec attention la circulaire, mais de savoir dans quel cadre ils pourront se déplacer et pour être au plus près de leurs besoins, leurs attentes, et ouvrir le musée au mieux pour ne pas leur créer de freins supplémentaires. Les questions qu'on se pose, c'est le maintien des ateliers en extérieur et le passage d'ateliers en intérieur. Pour nous, c'est une vraie problématique pour la période de l'automne et de l'hiver. Même si à Nice, il fait très très beau, on peut avoir voilà, des soucis d'accueil. De toute la problématique des manipulations, du multimédia dans l'exposition permanente et temporaire à venir. On est en pleine réflexion sur comment transformer les éléments tactiles ou en tout cas de médiation intégrée sur nos prochaines expositions. Donc, s'il y a des idées, on est vraiment preneur sur cette thématique-là, même si on est dans le même principe que de la médiation par le corps. On est en train de se dire que tout ce qui est tactile et réalisé par les mains, on va peut-être essayer, nous, d'imaginer de les faire par les pieds. On ne sait pas trop. Mais en tout cas, voilà, on réfléchit de façon très créative à détourner les choses. Voilà. Et sur les journées du patrimoine, sur l'accueil des publics enfants, mais tout public, on a des grands questionnements sur savoir comment on prévoit cet événement. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Lorraine, pour votre témoignage. On peut noter beaucoup de créativité dans votre musée. Et puis, on gardera aussi en mémoire les partenariats qui sont inventés avec de nouveaux collaborateurs, de nouveaux intervenants. Merci beaucoup. Alors, je propose de poursuivre avec Hélène Fourneau, donc, du service des publics de Strasbourg, où je me permets de rappeler que sera organisée le 25 septembre prochain l'Assemblée générale d'ICOM France. C'est à vous, Hélène. Voilà. Est-ce que vous m'entendez là? Ça marche? Oui, très bien. Donc, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes très heureux d'accueillir le 25 septembre la journée de l'ICOM. Et puis, bon, avant, donc, je suis aussi très heureuse de partager avec vous les expériences qu'on a pu mener pendant le confinement et le déconfinement concernant le public des enfants. Effectivement, mais peut-être d'abord un petit mot pour juste contextualiser. Vous savez sûrement que les musées de la ville de Strasbourg, qui sont dirigés par Paul Lang depuis plus de 2 ans, sont un réseau de 10 musées et un monument historique, avec le musée des Beaux-Arts, le musée de l'œuvre Notre-Dame, le musée d'art moderne et contemporain, le musée Tommy Ungerer, le musée des arts décoratifs, le musée zoologique, etc. Et le service éducatif et culturel est donc un département support transversal avec 17 personnes qui travaillent, dont 11 sont chargées de médiation et plus particulièrement rattachées à un des musées. Et à cela s'ajoute une équipe à peu près de 25 médiateurs non permanents qui sont soit vacataires, soit agents du centre de gestion du Bas-Rhin. Donc, la stratégie, si on peut mettre ça entre guillemets, qu'on a mis en place dès le lendemain du confinement, bon, déjà, elle s'est faite vraiment pas à pas et dans le brouillard, comme je pense pour beaucoup d'entre nous, mais elle a quand même été très vite basée sur notre expérience des actions hors les murs que nous avons menées depuis des années. On s'est dit, effectivement, si les gens ne peuvent plus venir au musée, c'est le musée qui va venir aux gens. Et donc, comment faire pour mettre ça en place? Alors, une des choses qui nous a servi vraiment de support, c'est ce qu'on a mis en place pour le musée zoologique, qui a fermé ses portes en fait en septembre 2019 pour travaux de rénovation. Et à ce moment-là, donc, on a mis en place un dispositif qui s'appelle « Adopte ton animal » du musée zoologique. Donc, n'importe quelle structure culturelle, éducative ou sociale peut adopter
un spécimen du musée, à charge pour elle donc de monter un programme, un projet scientifique, artistique ou culturel. Donc on avait déjà fait partir un certain nombre d'animaux du musée, un loup dans une médiathèque, un renard dans un centre, dans une crèche, etc. Donc on avait déjà récemment, on va dire, cette expérience-là. Et donc je me suis rapprochée de la responsable du service périscolaire, donc en période de confinement, pour lui dire voilà, qu'est-ce que les musées, comment les musées pourraient s'associer à ce qui allait être mis en place pour le jeune public. En fait, à Strasbourg, il y a eu 12 écoles qui sont restées ouvertes pendant le confinement pour accueillir les enfants du personnel soignant ou personnel policier. Et donc, on a très vite proposé en fait l'adaptation de nos animations dans les différents musées dans ces structures. Alors, soit au niveau des heures assurées par les enseignants de l'Éducation nationale, soit donc dans les heures de périscolaire. Donc un peu à la hâte, mais on a quand même réussi à le faire avec les chargés de médiation et avec les médiateurs. Donc on a essayé de créer des mallettes avec des reproductions d'œuvres, des artefacts, des facsimilés et toute une série de matériel, et notamment du matériel qu'on a donné, des carnets, des crayons, des autocollants, pour pouvoir intervenir donc hors musée, en respectant bien évidemment les protocoles sanitaires. Donc, pour nous, ça a été une expérience vraiment très riche parce que voilà, rapidement, on s'est quand même rendu compte qu'on avait une force de frappe assez importante, on va dire, même si évidemment on a eu quelques difficultés sur le terrain. On s'est déjà rendu compte que l'application des protocoles sanitaires était vraiment très, très variable en fonction des établissements scolaires dans lesquels on allait, on va dire de vraiment la super, le respect intégral avec le masque, la visière, parfois la surblouse, les surchaussures, les charlottes, les gants, jusqu'à rien du tout. Et puis aussi des fois des structures qui étaient tout surprises de nous voir arriver, alors que bon, tout ça avait été quand même organisé. Mais bon, en tout cas, on a pu le mettre en place. Et ce qui a été vraiment fort pour nous, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai plaisir, un vrai enthousiasme de la part des enfants par rapport à ces propositions. Sachant que certains enfants étaient présents sur site de 8h du matin à 8h le soir et que, évidemment, ça leur donnait une bouffée d'air, on va dire, et quelque chose un peu différent à faire. Donc, ce n'était pas uniquement dans notre idée à nous de faire rayonner les musées hors les murs, mais c'était vraiment aussi de garder le lien en fait, avec nos publics et aussi susciter l'envie pour pouvoir revenir une fois que ce serait possible. Donc, ça a été possible à partir du 13 juin. Donc, on a réouvert l'ensemble des musées à cette date. Avec donc déjà cette première expérience qu'on avait donc calée à la fois sur le 2S2C, mais aussi déjà sur le dispositif des vacances apprenantes. Et puis l'autre réflexion, c'était comme à Nice, comment on allait faire l'été avec les structures de loisirs, puisque là aussi traditionnellement, donc chaque été, nous accueillons les structures, les ALM, les accueils de loisirs maternels, donc pour les enfants de 3 à 6 ans sur l'ensemble du territoire de Strasbourg. Donc ça représente à peu près entre 400 et 600 enfants qui viennent donc dans les musées pour faire des cycles d'ateliers. Donc là, on s'est dit, comme on ne savait pas du tout ce qui allait se passer pour juillet et août, qu'on allait là aussi faire une proposition hors les murs et donc de délocaliser en fait nos ateliers. Donc là, on a eu un petit peu plus de temps, on va dire, donc vraiment pour préparer notre matériel. Mais qui dit atelier dit matériel plus conséquent. Donc là, on a, on s'est déplacé, on se déplace encore avec tout ce matériel, mais on a fait une demande de vélo cargo à la ville pour pouvoir permettre aux médiateurs d'arriver avec le matériel sur les structures. Sachant, vous le savez sûrement, que la ville de Strasbourg est passée à une mairie écologiste, on a bon espoir donc d'obtenir nos vélos cargo pour déplacer notre matériel. Donc, on intervient dans les structures et on a bien fait de choisir ça puisque finalement la direction des musées n'a pas souhaité qu'on fasse d'accueil de groupes dans les musées en juillet et en août. Donc 0 groupe accueilli, même en deçà de 10 personnes.
Donc, bon, là, c'était un peu dur pour nous aussi, sachant qu'on a vu qu'il y a plein d'exemples où, au contraire, enfin, par ailleurs, on a accueilli des groupes. Néanmoins, on propose quand même de la médiation directe les après-midi des week-ends. Donc, on a des médiateurs qui sont présents dans l'ensemble des musées et qui proposent donc des activités, mais pour les gens, enfin, qui viennent au fil de l'eau, donc avec 3-4 personnes au maximum, pour faire des visites qu'on appelle coups de projecteur, où voilà, un peu à la carte, on parle de certaines œuvres, et également des propositions de jeux pour les enfants, pour les familles, donc avec par exemple comme vous avez sûrement des jeux de détail, par exemple pour aller chercher les animaux qui sont cachés dans le musée d'art moderne, ce genre d'activité. Donc là, c'est sur des stands d'accueil, il y a un médiateur, mais on laisse les visiteurs prendre le matériel, carnet de croquis, crayon et là aussi vignettes autocollantes. Donc l'expérience là aussi de ces accueils, de ces ateliers et visites délocalisées, c'est un petit peu ce qu'on redoutait, c'est-à-dire qu'on a eu vraiment des retours très très favorables et presque trop favorables, à savoir qu'on a entendu, mais est-ce qu'en temps normal, vous pouvez le faire aussi? Or, évidemment, notre priorité, comme j'imagine pour vous tous, c'est évidemment la rencontre de l'individu avec l'œuvre originale et l'expérience de visite au musée comme une expérience significative et qui n'est évidemment pas la même que quand on est face à un écran ou face à une reproduction d'une œuvre. Donc, ça nous a fait beaucoup réfléchir. Dans nos fameuses réunions Zoom et Skype que nous avons eues là aussi pendant tout ce temps. Et donc, pour la rentrée, en fait, on propose donc, pour nos actions éducatives et pour le jeune public la même chose que chaque année, c'est-à-dire une programmation complète avec toute une série d'animations pour les expositions et les collections permanentes. Mais à cela s'ajoutent en fait des propositions de kits de médiation que les enseignants ou les responsables de groupe pourraient venir chercher au musée en cas de fermeture intempestive des musées ou de reconfinement. Et donc, ces kits de médiation permettent de monter sa propre séquence pédagogique au sein de sa classe ou de son groupe, ou même de façon virtuelle pour l'enseignant s'il doit le faire à travers les écrans. Donc, ça va être par exemple pour le public de maternelle, pour le musée alsacien, ça va être un kit pour apprendre des comptines et des histoires en français, en allemand ou en alsacien, ou les trois à la fois, à partir donc là aussi de facsimilés ou même d'artefacts du musée alsacien. Ça va être, par exemple, pour le musée Tomé Ungerer, un kit sur la cuisine illustrée, donc pour pouvoir faire ses propres recettes, illustrées par Tomé Ungerer ou partir de recettes de Tomé Ungerer, de les illustrer soi-même, etc., etc. Donc, vraiment cette idée de favoriser, faciliter l'autonomie des responsables de groupe par rapport à la médiation dans les musées. On va quand même aussi proposer, comme on le faisait pour le musée zoologique, des animations avec médiateurs. Donc, les médiateurs se déplacent dans les établissements, dans les structures pour faire des animations. Et on va aussi toujours, ça c'était déjà le cas, évidemment mettre à disposition en téléchargement toutes sortes de dossiers pédagogiques donc pour préparer les séquences, mais là plutôt en vue d'une visite au musée. Alors, tout ça aussi a été possible, et ça, peut-être je finirai là-dessus, par le fait que la ville de Strasbourg a quand même souhaité maintenir le paiement de nos vacataires et de nos agents du centre de gestion du Bas-Rhin, c'est-à-dire que nos fameux 25 médiateurs qui auraient dû être au chômage technique, vu qu'on les a... on a réussi à assurer leur paiement, évidemment en échange de services rendus. Et donc, comme il y avait cette nécessité de services rendus, donc on a pu les envoyer dans les structures, on a pu déployer plus largement nos actions hors les murs. Donc, oui, voilà, rapidement, je pense ce que je voulais vous dire.
Et j'ai bien aimé aussi la notion de visite tactile par les pieds du musée de Nice, ça je l'ai noté. Je pense que ça va peut-être nous donner aussi des idées pour la suite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Hélène, pour cette intervention. On peut saluer l'effort de votre collectivité qui s'est employée à maintenir les rémunérations des vacataires. C'est vrai que c'était un vœu de l'État d'ailleurs, puisque beaucoup de professions, on le sait, ont été mises en péril en raison du confinement. Et donc, c'est vraiment un effort à saluer, c'est tout à fait exemplaire. Alors, je passe à présent la parole à Laure Ménétrier qui devra nous quitter, je crois, au plus tard à 15h15. Donc, Laure dirige en ce moment un musée fermé, mais pour la bonne cause, puisqu'il s'agit de travaux de refonte du musée du vin de Champagne et d'archéologie à Épernay. Et donc, on a souhaité vous faire intervenir aussi, Laure, parce que c'est un contexte un petit peu atypique, dans un contexte global qui ne l'est pas moins. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Oui, vous m'entendez, parfait. Bonjour à tous. Donc, merci à l'ICOM France de cette invitation et de proposer ce débat, ce cycle de débats virtuels. Donc, je vais vous parler du musée d'Épernay, de ce qu'on a proposé, puisqu'on a proposé des choses, et de ce qu'on proposera pour le jeune public, avec un exemple très précis d'ailleurs. Je voulais en introduction vous dire peut-être quelques mots sur ce musée que vous identifiez peut-être mal pour une bonne raison, c'est qu'il est fermé depuis de très nombreuses années, mais il rouvrira dans quelques mois. Donc c'est vrai que ce contexte de crise sanitaire arrive à un moment particulier de l'histoire du chantier de ce musée. Alors quelques mots sur ce musée, musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale, c'est un musée de France qui est situé avenue de Champagne, donc l'avenue prestigieuse d'Épernay, où sont les grandes maisons de Champagne, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est situé dans une très belle bâtisse monument historique, le Château Perrier, qui appartenait à un négociant en Champagne. Et alors les collections, pour vous dire quelques mots, plus de 100 000 objets dans ce musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale, avec deux entrées principales, deux fonds principaux, une collection d'archéologie régionale, une des plus importantes en France, notamment pour tout ce qui est en lien avec la culture des Celtes. Et puis l'autre entrée, évidemment, vous vous en doutez, c'est autour de la Champagne viticole, du Champagne, tout ce qui est en lien avec la culture matérielle de cette région viticole, les métiers, les savoir-faire, l'imaginaire, les arts de la table, etc. Donc un musée de territoire, en fait, dont le propos est d'explorer l'histoire de ce territoire. Et donc, on a un musée fermé depuis de nombreuses années, mais on va rouvrir dans peu de temps. Et alors, je vous dis quelques mots sur le projet de rénovation parce que c'est en lien avec notre sujet, le sujet qu'on aborde aujourd'hui. La ville d'Épernay s'est donc engagée dans un projet très ambitieux de rénovation architecturale avec de vrais enjeux touristiques, évidemment, vous vous en doutez, pour faire de ce musée une porte d'entrée sur le territoire. Mais surtout, ce dont je voulais vous parler, c'est du programme muséographique qui, alors évidemment, il est fondé sur une mise en valeur des collections, évidemment, mais également sur, et ça je trouve ça très innovant, sur tout un parcours de dispositifs de médiation très variés. En fait, dans chaque salle, pour chaque thématique, il y a évidemment présentation d'objets de la collection et des dispositifs d'expérimentation divers. Et donc là, vous voyez où je veux en venir, c'est qu'on va avoir beaucoup d'écrans tactiles, beaucoup de facsimilés d'objets à toucher, à manipuler, beaucoup de dispositifs de simulation. Par exemple, le visiteur pourra expérimenter certaines techniques dans la chaîne opératoire d'élaboration du champagne. Voilà, donc pour le moment, on n'est pas concerné par toutes les questions vous êtes nombreux, vous êtes posé toutes les questions de réouverture au public, d'accueil des publics. Ce n'est pas le cas pour nous pour le moment, mais ça pourrait l'être si la situation sanitaire ne s'améliore pas. Et j'y reviendrai en conclusion. Donc on propose évidemment, on n'a pas de vraie programmation culturelle pour le moment puisqu'on est fermé, mais on a quand même quelques actions culturelles, notamment à destination des publics scolaires. C'est hors les murs, sûr. Et dans le cadre de la reprise progressive des cours en mai dernier, le musée a pu participer au dispositif 2S2C.
Donc, on a dit un tout petit mot tout à l'heure, hein, donc le dispositif sport, santé, culture, civisme, qui a été initié par l'Éducation nationale en partenariat avec les collectivités territoriales. Donc, je rappelle un peu le principe, hein, c'est que tous les enfants, comme vous le savez, n'ont pas pu être accueillis dans les classes. Donc, pour les enfants qui ne pouvaient pas aller en classe, hein, il leur était proposé par l'Éducation nationale et les collectivités territoriales partenaires, des actions ludiques, culturelles, sportives, donc notamment dans les locaux municipaux. Hein, c'était le cas à Épernay, puisque la municipalité s'est engagée dans ce dispositif. Et donc, alors, pour nous, ça a été très intéressant, parce que d'abord, ça nous a permis de tester, d'expérimenter nos nouveaux ateliers, nouvelles animations dans des conditions réelles d'intervention. Et puis, par ailleurs, ça nous a permis de voir quelle était notre capacité d'adaptation dans ce contexte de crise sanitaire. Donc, pendant pratiquement un mois, hein, les médiatrices du musée ont participé à ce programme avec des groupes différents chaque semaine, des petits groupes hein, d'enfants qui avaient un niveau scolaire court moyen la plupart du temps. Donc, le principe hein, de ces animations, c'était en 2 temps. Il y avait d'abord une présentation du musée, ce qu'est un musée, avec beaucoup de photos qui ont été diffusées, qui ont été montrées, des photos des objets principaux des collections et des facsimilés d'objets que nous avons pu emmener, mais qu'évidemment, les enfants n'ont pas pu manipuler, n'ont pas pu toucher. Et puis ensuite, il y avait des activités manuelles qui ont été proposées. Donc là, on est sur des choses, on est nombreux à proposer, des fabrications de mosaïques, du tissage, création de fibules, de la fouille paléontologique. Et là, en fait, c'était du matériel qui était mis à disposition pour l'enfant, et l'enfant repartait avec l'objet à la fin de l'atelier. Donc, il y a eu un bilan très satisfaisant hein, de cette participation, retour très, très positif de la part des enfants, des animateurs, des parents également. Et globalement, un très bon respect des consignes sanitaires hein, de la part de tous les intervenants. Mais voilà, là, très concrètement, on a pu voir que dès à présent, il y avait des petites contraintes hein, qui sont apparues du fait du protocole sanitaire à respecter. C'est que notamment toutes ces reproductions d'objets hein, qu'on a conçues spécialement pour que notre public, et notamment le jeune public, puisse vraiment se toucher et se rendre compte de la matérialité des différents objets. Je pense notamment au tissu. Hein, voilà. Ça n'a pas été possible. Voilà. Et puis, alors, beaucoup de temps passé par les médiatrices à désinfecter le matériel. Il faut le dire, bien sûr. Voilà, donc ça a été intéressant parce que ça nous a permis, nous, à un moment important de l'histoire du musée, un peu quelques mois avant l'ouverture, de tester pour de vrai, entre guillemets, auprès d'un vrai public, un vrai jeune public, nos animations, et de voir si on avait le niveau de langage adapté, si, voilà, en termes de capacité à capter l'attention des enfants, si ça fonctionnait. Puis bien sûr, pour nous, c'était très important, puisque la ville d'Épernay s'est engagée dans ce dispositif, c'était très important de répondre présent à un moment important pour la reprise pédagogique, hein, la reprise des cours. Donc c'était important pour nous d'accompagner l'éducation nationale et la ville hein, dans ces missions et de pouvoir répondre à ces différents enjeux éducatifs. Voilà, donc ça c'est la participation principale qu'on a pu avoir dans le cadre de cette reprise de l'école. On a par ailleurs beaucoup développé aussi des produits de ressources pendant le confinement et puis à l'occasion d'événements comme les Journées européennes de l'archéologie qui étaient dématérialisées cette année. Mais je ne reviens pas dessus parce que ça, je pense qu'on est très nombreux à avoir fait ce type de propositions. Et tout ça m'amène évidemment, comme vous toutes jusqu'à présent, à avoir beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations pour la suite. Donc les perspectives pour la rentrée pour nous, sachant qu'on peut donc ouvrir d'ici la fin de l'année, on est dans la dernière ligne droite du projet. On avait depuis très longtemps le souhait de rencontrer les acteurs locaux hein, du monde scolaire pour leur présenter hein, ce qu'on a, notre offre pédagogique. Donc évidemment, c'est encore plus de sens aujourd'hui hein, de voir comment on peut répondre à leurs besoins en termes de remise, de reprise pédagogique, de remise à niveau. Même si j'ai bien compris que ça sera peut-être dans un second temps, puisque c'est peut-être pas la priorité qui a été définie dans la circulaire de l'Éducation nationale. Mais surtout, tout ça, ça nous oblige à réfléchir à faire un vrai travail d'adaptation de nos animations, de nos ateliers. Qui, on le voit, hein, exclut ou limite
tout ce qui va s'articuler autour de la manipulation, du toucher, du tactile, peut-être voilà, par rapport à l'utilisation de nos différents outils numériques tactiles, il y a des vraies questions à se poser sur comment on va pouvoir les utiliser et les mettre en relation avec nos visiteurs. Donc pour le moment, on n'a pas imaginé de vraies solutions alternatives parce qu'on est encore dans des vrais, on est encore dans le chantier. Le chantier en termes architectural et installation des collections. Donc, on a d'autres priorités pour le moment qui s'imposent à nous. Mais c'est vrai que quand je pense à ce programme muséographique qui donne une très grande place à la participation du visiteur, à la dimension sensible de la visite, et donc tout ça, ça passe beaucoup par le toucher. Je m'interroge beaucoup sur ce qu'on va pouvoir proposer à nos visiteurs et notamment au jeune public avec la crainte que notre programme perde un peu de sa cohérence et de sa pertinence si on ne peut pas mettre à disposition tous les outils qui permettent vraiment d'accompagner et d'approfondir le propos dans la visite, si on ne peut pas les mettre à disposition des visiteurs lors de l'ouverture du musée. Donc voilà, après sur les solutions à proposer, sont les mêmes que celles qui ont été énoncées jusqu'à présent en termes de mise en place de mesures sanitaires, de protocoles d'intervention, de désinfection du matériel, voilà, et peut-être de voir par rapport à nos dispositifs multimédia, si on peut pas, si on est toujours en période de crise sanitaire quand on ouvre le musée, voir peut-être pour dédier certaines personnes du pôle accueil ou du pôle médiation, pour que ce soit ces personnes-là qui fassent le lien entre le dispositif et notamment le dispositif multimédia et le visiteur pour présenter ces dispositifs, voilà, même si, bon, bien sûr, ça a ses limites et en termes de pertinence pour faire comprendre le dispositif, et puis bien sûr en termes de moyens, voilà, à voir si on peut vraiment suivre, cette logique. Donc voilà, donc c'était un petit peu cette présentation pour un musée fermé, comment essayer d'être présent pour ce jeune public dans ce moment de reprise progressive des cours. Merci beaucoup Laure pour ce retour d'expérience et on se représente bien tout le questionnement en vue de la réouverture de ce musée. Là encore, ça appelle effectivement beaucoup d'adaptation de la part des équipes. Alors, après ces différentes contributions, je propose de laisser place aux questions des participants qui sont au nombre de 50. Avez-vous d'ores et déjà des questions pour répondre finalement aux interventions qu'on vient d'entendre? Alors, Bénédicte Roland-Villemot. Alors, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Parce que j'ai un problème de haut-parleur, c'est pour ça. Donc, c'était pour répondre à la question que vient de poser Laure. Je ne sais pas si tu te souviens, Estelle, mais dans une autre visioconférence de l'ICOM, Anne-Claire, la directrice du musée de l'air et de l'espace, avait le même problème que vous, Laure, puisque le musée vient de rouvrir avec énormément d'écrans tactiles. Et donc, ce qu'elle a, je parle des écrans tactiles, je ne parle pas des dispositifs de manipulation pour les ateliers pédagogiques. Ce qu'ils ont fait, parce qu'évidemment, vu le prix, excusez-moi, qu'a coûté la réouverture du musée, ils distribuent à l'entrée des stylets. Comme ça, chaque groupe ou chaque visiteur individuel peut, avec son propre stylet, déclencher. Vous savez, c'est comme vous avez vu, on peut aussi acheter, quand on a un ascenseur, on peut des trucs pour déclencher les portes. Je pense que c'est peut-être ça qu'il faudrait prévoir. Comme ça, il n'y a pas de problème de toucher directement avec les mains. C'est ce qu'il avait proposé, parce que sinon, c'était tout le musée qu'il fallait complètement reconfigurer. C'était impossible pour des raisons évidemment financières. Et moi, j'avais une petite autre question, c'était par rapport justement aux groupes handicapés, hein, parce que je sais que c'est mon patrimoine, quelquefois on accueille des enfants handicapés avec des handicaps lourds. Et puis parce que je suis allée à la Villa Majorelle la semaine dernière, et c'est une maison des illustres, et dans le label Maison des illustres, il faut des dispositifs dédiés au public handicapé. Et là, ce qui est embêtant, c'est qu'ils avaient fait une très belle maquette de la Villa Majorelle pour les non-voyants, et donc du coup, elle est sous cloche.
puisqu'ils ne peuvent plus manipuler. Donc, il y a une contradiction avec l'attribution du label et le fait que, parce qu'il y a dans le label Maison d'Illusion ce type de dispositif. Donc, et puis, il y a aussi, pour les jeunes enfants, hein, le fait d'avoir des médiateurs avec des masques, ça peut être assez perturbant, il faut le savoir, hein, parce qu'ils ne sont pas habitués, ils ont l'habitude aussi de voir, surtout les très jeunes qui n'ont pas encore un langage à parler très affirmé. Je pense et puis aussi, il y a toujours le problème aussi des sourds et des malentendants. Hein. Il va falloir trouver des dispositifs de masques transparents, ce genre de choses, parce que comme je pense qu'on va être dans une épidémie, peut-être pas aiguë, mais une épidémie chronique, on se prépare quand même aussi peut-être pendant plusieurs années à ce type de dispositif. Alors, Laure, tu voulais répondre à cette intervention de Bénédicte qui a très justement rappelé l'exemple du stylet, effectivement, au musée de l'air et de l'espace. Non, juste pour compléter, alors en effet, je vous rejoins totalement. J'avais entendu parler de la possibilité d'utiliser les stylets. Et juste pour vous dire que, en fait, que les sociétés, notamment de multimédia, ont su se positionner très très vite, hein, puisque pour nous, on est encore dans le stade de développer toutes nos productions multimédia. Et dès le mois de mai, on a eu des propositions d'adaptation de nos productions par la société avec qui on travaille pour nous dire est-ce que vous voulez qu'on vous fasse tout de suite une seconde version en mode crise sanitaire. Donc, on s'est pour le moment pas engagé là-dedans parce qu'au mois de mai, on savait pas, voilà. Mais voilà, c'était juste pour dire que les sociétés savent s'adapter très vite pour voilà, faire de nouvelles propositions à leurs clients. Et puis juste dire, parce que j'en avais pas parlé, mais on est également concerné pour les maquettes. Je n'ai pas parlé de l'exemple des maquettes, mais on aura beaucoup de maquettes tactiles puisqu'on a également en fait, quand je parlais de tous ces outils de médiation, il y a l'idée de pouvoir s'adresser à chacun des publics. Et un de nos enjeux, hein, c'est de pouvoir obtenir le label le tourisme handicap, puisque c'est un parcours qui a été pensé hein, pour les différents handicaps, moteurs, cognitifs, etc. Et donc, on a également beaucoup de maquettes tactiles. Et là, voilà, typiquement, voilà, on est vraiment sur une question centrale. Qu'est-ce qu'on fait avec nos maquettes tactiles? Et là, je n'ai pas de réponse. Enfin, non, je n'ai pas de réponse. Alors, est-ce que certains aimeraient justement apporter d'autres contributions par rapport à l'accueil des publics en situation de handicap? Parmi les différents participants, est-ce qu'on pourrait avoir un retour d'expérience? Donc, en tout cas, on note le lien apporté par Lorraine Bertrand pour les masques inclusifs. Merci beaucoup. Oui, je vous ai juste mis le lien, mais à savoir qu'ils ne sont pas encore aux normes. Donc, on est en attente voilà, qu'ils soient normés pour pouvoir les utiliser. On ne les utilise pas encore. Mais c'est une des solutions là, sur le moyen terme, puisqu'on n'est plus sur le court terme, où on voit la bouche et les lèvres. Peut-être. Anne Nicolas, je suis la directrice du musée de la Poste. Et peut-être dire quelques mots, en sachant que beaucoup de choses ont été dites et dans lesquelles on se retrouve, mais le musée de la Poste a été fermé pendant 6 ans, il a réouvert en fin d'année dernière, avec effectivement beaucoup de dispositifs tactiles, interactifs, multimédia. Et confirmé, puisqu'on est dans le même cas quasiment, on a en fait inauguré à quelques jours d'intervalle du musée de l'air, confirmé que nous on a mis en place effectivement le stylet comme élément de compensation et en tout cas d'usage de nos dispositifs tactiles et que ça marche très bien. Ça marche vraiment très bien. Voilà, on a quasiment même les dispositifs liés à l'accueil des personnes en situation de handicap peuvent être utilisés avec. Alors, voilà, on a quand même aménagé un petit peu, mais voilà, un témoignage en tout cas que ce petit outil, alors qu'on a donné dans un petit kit aux 1000 premiers visiteurs et voilà, qu'on prêtera par la suite, est vraiment, de notre point de vue, quelque chose qui, en tout cas, nous a paru comme sauver notre muséographie qui était toute récente et on avait plus de 120 dispositifs sinon à condamner, entre guillemets, si on avait dû faire autrement. Après, juste dire par rapport puis peut-être une question.
effectivement, voilà, beaucoup de choses ont été dites. On accueille beaucoup de scolaires, de groupes scolaires, de centres de loisirs, y compris cet été. Hein. On a quand même un petit peu de groupes qui viennent nous voir, notamment dans des ateliers. Les 2 points d'alternative pour nous par rapport à la rentrée et aux incertitudes de la rentrée, c'est effectivement de réactiver tous nos dispositifs hors les murs qui, comme voilà, était à l'œuvre pendant la fermeture du musée. Donc, on a encore les mallettes, on a encore… Voilà. Donc, clairement, cette logique de proposition hors les murs est en train d'être réactivée pour éventuellement être activée en fonction des décisions de confinement ou de fermeture de musées qui seraient prises. Et le deuxième, c'est bien sûr les ressources en ligne aussi, en sachant que pendant le confinement, on a mis beaucoup de choses en ligne, et notamment à destination des enseignants, et que l'on a eu d'excellents retours. Ça a très bien fonctionné, des fiches pédagogiques, par exemple. C'était pour les parents, hein, on en a fait sur #culture chez nous pour les parents, mais on en avait des beaucoup plus fournis pour les enseignants, et on sait qu'ils les ont utilisés et que ça a bien fonctionné. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va poursuivre, des fiches tutoriels, des mini-expositions virtuelles, dédié, conçu dans une logique éducative et pédagogique à l'attention des enseignants. À noter aussi que dans cette logique en ligne, on va expérimenter là au mois d'août un travail avec l'organisateur de colonies de vacances pour les enfants de postiers, puisque là, en l'occurrence, c'est avec eux qu'on va travailler. Donc là aussi, dans cette logique colonie de vacances, en sachant que cet organisme a organisé des colos virtuels à Pâques dernier, là en plein confinement, et qu'on va vraiment travailler avec eux sur, voilà, autour de ce matériel pédagogique et éducatif, mais dans une logique aussi ludique, hein, puisqu'on est dans une colonie de vacances. Voilà, comment réutiliser tous ces outils, et là en s'appuyant bien sûr sur la dimension en ligne. Voilà. Alors nous, le grand point d'interrogation, hein, au-delà de plein de choses qui ont déjà été dites, donc il y a bien sûr comment va être configurée la rentrée avec la dimension scolaire, mais aussi centre de loisirs, et la représentante du ministère de la Culture a énoncé un certain nombre d'éléments. Je soulignerai que de notre point de vue, le gros point d'interrogation complémentaire concernera bien sûr les transports en commun. Alors, ça peut être une vision un peu parisienne, oui, francilienne centrée, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une dimension peut-être dans toutes les grandes villes très complémentaire, c'est-à-dire que même s'il y a des incitations à aller à l'extérieur, la question de l'usage et de la facilité d'usage des transports en commun sera vraiment un élément clé pour les mois qui viennent dans cette logique de rapport aux centres de loisirs et aux scolaires. Voilà. Alors, ma question pouvait être effectivement, est-ce que sur cet aspect de mobilité, c'est une dimension voilà, que vous avez déjà un peu de visibilité ou des hypothèses, des scénarios, et je m'adresse là peut-être à la représentante du ministère de la Culture, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres réactions ou autres expériences d'autres musées. Voilà. Merci à vous, Anne-Nicolas. C'est un témoignage très intéressant avec cette problématique supplémentaire, effectivement liée au transport en commun. Je propose de laisser Virginie Mathurin donc répondre si elle le veut bien. Et je salue aussi notre présidente Juliette Raoul-Duval qui nous a rejoint. Bonjour Juliette. Bonjour à tous. Merci Estelle. Je vous ai rejoint en retard parce qu'il y avait une réunion d'ICOM internationale, mais je suis partie. Donc Virginie, à vous. Oui, alors écoutez, malheureusement, je n'ai pas toutes les réponses, hein, vous en doutez bien. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre du 2S2C et pour ce qui concerne l'Île-de-France, les administrations ont mis en place des cars scolaires assez facilement. Alors après, il y avait beaucoup moins effectivement de demandes que si nous devons prendre en charge tous les élèves. Et donc, il n'y avait pas la problématique du transport en commun, métro, bus, mais plutôt le car
car était privilégié, sachant qu'habituellement, on met plutôt 2 classes dans un car. Là, l'idée était de mettre une classe avec à chaque fois un siège de séparation. Mais effectivement, ça va être une question importante. Et d'ailleurs, toujours dans cette circulaire qu'on vous a transmise, il est plutôt signifié qu'on souhaite d'abord plutôt le déplacement des enseignants plutôt que des élèves. Donc ça, il faudra quand même… alors, ça concerne notamment parce que c'est une circulaire pour l'ensemble des niveaux. Donc, je pense que l'idée, c'est que les collégiens ne passent pas d'une classe à l'autre, mais que ce soit plutôt les enseignants qui circulent. Mais si c'est le cas à l'intérieur même de l'établissement scolaire, on peut imaginer qu'il y aura quand même quelque chose à imaginer sur le déplacement. Mais effectivement, tout ce que j'ai pu entendre sur le 2S2C en période de déconfinement très récent, c'était l'utilisation de cars et non pas de transport en commun. Et au-delà de l'apport sanitaire, je dirais qu'un peu comme nous l'avions vécu en post-attentat, c'est que les parents d'élèves aussi peuvent avoir un certain refus que leurs enfants utilisent les transports en commun. Donc ça peut être une question. Mais je n'ai pas de réponse autre que celle-ci. Non, mais je m'en doute. Merci. Merci Virginie. Alors, on a aussi une question de Charlotte Barra qui représente les musées de Haute-Saône, qui est sans doute responsable d'un service des publics, si je comprends bien, qui voulait prendre la parole avec une question, je crois. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend. Alors déjà un petit mot parce que j'ai travaillé à Épernay avant votre arrivée, Laure, donc je comprends très bien vos problématiques puisque j'ai travaillé sur ces fameuses tables pédagogiques. Donc je vois bien que c'est compliqué aujourd'hui de les mettre en pratique envers le public en espérant que cette crise soit derrière nous à votre réouverture et je suis contente quand même d'avoir des nouvelles de l'avancée du chantier. C'est toujours un plaisir d'en entendre parler. Sinon, rien à voir avec ça. Moi, je n'ai pas de dispositif comme ça dans le musée pour lequel je travaille, pour les musées pour lesquels je travaille, puisque je travaille pour les musées départementaux de la Haute-Saône. Moi, ma question, elle se posait plus pour la rentrée. Parce que cet été, on fait des petits ateliers comme d'habitude. On a simplement diminué notre jauge et préparé du matériel pour chacun des enfants, donc de manière individuelle. Mais voilà, la question que je me pose pour la rentrée, c'est effectivement, est-ce qu'on doit tous se tourner vers le hors-les-murs? Et puis, voilà, avec quels moyens? Parce que nous, notre équipe, pour les musées de Champlit, elle est très réduite. On serait 2 éventuellement à pouvoir en faire. Donc, comment on fait quand c'est comme ça? Est-ce qu'on se donne une limitation géographique ou voilà, est-ce que vous donnez justement une limitation géographique? Alors moi, je suis dans un département, est-ce que je me donne cette limite-là? Mais en même temps, je suis tout près de la frontière avec la Haute-Marne, donc c'est un peu bête de ne pas aller vers ce public-là qui vient aussi. Et j'ai quand même évoqué cette question en réunion de service ce matin et c'est vrai que ça n'a pas été super bien accueilli par mes collègues parce qu'ils m'ont dit mais comment tu vas faire? La route, tout ça, on n'est déjà pas assez nombreux. Et en même temps, je suis persuadée que nos scolaires ne viendront pas parce que j'ai déjà plein de mails de professeurs qui nous expliquent que non, en 2020, c'est sûr qu'ils ne viendront pas, en tout cas sur le début d'année. Donc, voilà, je m'interrogeais comment vous avez construit vos offres hors les murs. Alors, est-ce que certains souhaitent répondre? Je crois qu'on a un témoignage pour le musée du LAM à Villeneuve-d'Ascq. Anne-Gaëlle Le Floïc. Tout à fait, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Très bien. Eh bien, merci d'abord pour ce débat très intéressant. Effectivement, alors nous, au LAM à Villeneuve-d'Ascq, donc il y a un musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut. Nous n'avons jamais vraiment fait de hors les murs pour le public scolaire parce qu'avant tout, on préfère que les élèves se déplacent au musée. Donc, on est un petit peu… Moi, j'ai songé en tant que responsable du secteur médiation et secteur éducation au LAM, introduire du hors les murs pour la rentrée. Et alors, la solution, puisqu'on est aussi limité en termes de nombre de guides qui peuvent assurer ces séances à l'extérieur ou hors du musée, tout simplement, en fait, moi, j'ai mis en place un mode de réservation
où l'école, quelque part, obligée de réserver deux, on va dire, présentations ou 2 séances d'affilée pour ne pas qu'un médiateur se déplace éventuellement assez loin dans la région, donc sur un secteur géographique assez éloigné, uniquement pour 1 heure ou 1 heure et demie de médiation ou de séances hors les murs. Donc voilà, je ne sais pas si ça va fonctionner, on ne l'a jamais fait, mais c'est vrai que les premiers échos que j'ai des enseignants, c'est un intérêt malgré tout pour le hors les murs, puisqu'ils savent qu'il sera difficile de se rendre au musée de Villeneuve-d'Ascq, qui est donc juste à la périphérie de Lille, qui n'est donc pas dans Lille. Et pour venir au musée, il faut forcément emprunter soit des transports en commun, soit un car scolaire. Donc voilà, c'est un petit élément de réponse, mais qui peut-être peut vous apporter une solution, parce qu'effectivement, c'est le gros défi, comment faire du hors les murs quand on a une équipe limitée. Merci Anne-Gaëlle. Alors pour rebondir, Élodie Albrand du musée Chéré à Nice posait cette question, est-ce que l'ARS doit donner son feu vert pour le hors les murs? Oui, bonjour. Bonjour. En fait, je pose la question pour les scolaires parce que la question nous a été posée pour le programme qui existe à Nice, qui s'appelle Calmant, où on reçoit du public handicapé, en tous les cas, des patients atteints des pathologies Alzheimer et accompagnés. Et on s'est rendu compte que l'ARS avait demandé un test à chaque médiateur avant d'aller dans les EHPAD. Et je me posais la question de savoir si on allait devoir avoir le feu vert justement de l'ARS pour rentrer dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque lycée. Alors, j'avoue que personnellement, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si quelqu'un l'a dans cette assemblée. Voilà. En tout cas, merci de l'avoir soulevé. Je me permets une question. Je voulais savoir en termes statistiques si vous avez déjà une idée du pourcentage de fréquentation des jeunes publics, j'entends moins de 18 ans, par rapport à votre fréquentation totale cet été. Est-ce qu'elle est en progression? Est-ce qu'elle est en diminution par rapport à la fréquentation totale? Est-ce que vous avez déjà un petit bilan statistique? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de jeunes publics que d'habitude? Parce que voilà, ce n'est pas des vacances comme d'habitude. Et finalement, est-ce qu'on vient plus volontiers au musée pour animer un après-midi en famille? Quelles sont vos impressions? Alors moi, je peux, à nouveau, c'est Anne-Gaëlle du LAM. J'ai organisé en fait des réunions avec des services des publics de la région. Donc, je n'ai pas de chiffres à vous donner. En revanche, effectivement, les retours d'expérience directement des confrères et consoeurs des services des publics étaient qu'effectivement, il y avait plus de public familial qu'à l'accoutumée. Donc voilà, tout ça, c'est plutôt empirique. Je n'ai pas forcément de chiffres à vous partager, mais c'est un retour effectivement qui avait été fait. Et plutôt des publics locaux proches que des... Oui, parce qu'en plus, la dernière conversation que j'ai eue avec eux remonte à il y a 1 mois. Donc, en fait, les frontières n'étaient pas encore forcément ouvertes avec la Belgique et les Pays-Bas. Donc, de toute façon, on n'avait nécessairement que des publics locaux et je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de Parisiens. Donc, je pense, oui, c'était un public, je pense, régional. Merci. Oui, peut-être reprendre sur le même sujet, Anne-Nicolas, donc du musée de la Poste, donc, qui est situé de Vaugirard, donc à Paris. Donc confirmer effectivement, alors pas de chiffre précis, mais puisqu'on a ouvert là, nous depuis le 1er juillet, mais on a une réservation pour une vingtaine de dates d'ateliers pour les centres de loisirs de la ville de Paris, donc des groupes. Et sur les visiteurs individuels, où on est c'est très modeste, mais ça augmente régulièrement. Et c'est effectivement assez principalement des adultes, un adulte ou 2, et avec des enfants. Les enfants sont très présents en tout cas, et un public là très clairement local à ce stade, voilà, parisien, voire même de l'arrondissement parisien au sens large. En tout cas, des groupes et des individuels avec effectivement peut-être... je dirais proportionnellement, parce qu'il y a moins de visiteurs quand même globalement, une proportion d'enfants significative. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages en la matière?
Je veux bien parler de Strasbourg avec à peu près la même tendance. On a recommencé assez timidement avec à peu près un tiers de notre fréquentation habituelle, en fait, mi-juin. C'est essentiellement du public local. Donc, pareil, l'été, on a beaucoup de public allemand, germanophone, et là, on les voit beaucoup moins. Mais c'est vrai que le public qui vient, il est très familial et avec pas mal d'enfants. Donc, je pense que moins de monde, mais peut-être plus jeune, en tendance générale. Je profite peut-être juste parce que j'ai la parole pour vous poser une question. Nous, on réfléchit au service éducatif et culturel des musées de Strasbourg à l'acquisition du fameux robot Ubi pour pouvoir mener des animations dans les musées avec un médiateur qui sont retransmises donc par le Wi-Fi dans une classe. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà expérimenté ça? Est-ce que vous pensez que c'est une option intéressante, même si je sais d'avance qu'elle est très, très onéreuse? Alors moi, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un l'a expérimenté. Je sais que donc, le château de Versailles et le musée du Louvre-Lens réalisent ce genre de choses. Ah bah voilà, peut-être que Agnès Fleuic pourra répondre. Ça fonctionne bien et effectivement, il y avait eu une grosse demande de ce type de prestations pour les personnes qui sont très éloignées. Et je sais que le Louvre-Lens, vous pouvez les contacter. Ils ont aussi travaillé sur cette question-là autour des EHPAD. Parce qu'ils n'avaient pas la mobilité étant réduite. Ça fonctionne bien, c'est effectivement onéreux et les deux exemples que je vous cite sont sur mécénat de la Fondation Orange. Donc voilà, pour information. Merci Virginie. Est-ce que Anne-Gaëlle Le Fleuic, vous souhaitez rajouter quelque chose? Non, pas vraiment en fait. Je sais juste qu'effectivement, ils ont fait quelques présentations autour de l'utilisation du robot, mais à nouveau, je ne sais pas à quel point le dispositif est plébiscité, donc j'ai pas vraiment de chiffres à vous donner. Je sais juste que voilà, si vous pouvez les contacter sans doute pour avoir des informations. Merci beaucoup. On avait Marie Lepantier il y a quelques temps sur un débat virtuel. Virginie? Non, pour compléter, il y a aussi le musée de la Grande Guerre de Meaux parce que c'est les premiers à l'avoir mis en place. Donc, je pense que ça serait important de les contacter. Ils ont un retour d'expérience assez conséquent sur cette question. Et d'ailleurs, sur leur site internet, il me semble qu'il y a des présentations. D'accord. Merci pour ces informations complémentaires. À travers les interventions, on a pu noter aussi à quel point finalement les équipes de médiation ont été mises à contribution, à la fois pour réinventer des outils, mais aussi en termes, on peut dire, d'aspect sanitaire, puisqu'elles sont appelées à intervenir elles-mêmes maintenant pour désinfecter. Comment s'est vécue en fait cette mutation des métiers, peut-être provisoire, on l'espère, mais comment est-ce vécu? Je vois plusieurs médiateurs parmi nous. Ça modifie certainement la temporalité d'une médiation. C'est du temps peut-être en moins pour la transmission. Alors, c'est vrai que nous, au LAM, on a commencé à avoir ces réflexions sur quel type de médiation pendant la période de confinement et sur le long terme, pour le monde d'après, comment fallait-il opérer. Moi, j'ai commencé assez tôt à réfléchir à des dispositifs numériques. Et c'est vrai que la réaction que j'ai eue des médiateurs a été assez réticente, puisque je pense avec la crainte d'être remplacée par des outils numériques, avec le souhait de continuer à promouvoir le rapport direct avec l'œuvre. Et c'est vrai qu'on a réfléchi de ce fait à des outils qui soient conçus pour accompagner la visite en amont ou en post-visite. Mais je dirais qu'on s'est dit qu'il fallait les positionner, ces contenus-là, comme n'étant pas des contenus de remplacement d'une expérience sur site, mais vraiment comme un accompagnement à une préparation. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, les guides médiateurs du LAM ont fortement exprimé leur souhait de créer des contenus dans ce sens. Merci beaucoup Anne-Gaëlle pour ce complément.
Je propose en fait de rebondir sur ce que vous venez de dire et de conclure aussi parce qu'on se rapproche du terme de notre débat. Très clairement, on voit que cette crise sanitaire génère des changements nombreux et ce n'est pas fini. On voit toutes les questions qui apparaissent pour cette rentrée scolaire avec aussi son climat un peu anxiogène, hein, il faut bien le dire. On notera une redéfinition, c'est vrai, du rôle des musées, des médiateurs en particulier, et aussi de fait ce besoin de trouver la bonne articulation entre la présence physique, l'échange direct et les outils numériques. Et c'est vrai qu'on a tellement besoin de nos médiateurs puisque rien ne remplace ces échanges, ces questionnements qu'on peut aussi avoir d'ailleurs avec des guides conférenciers. Et comme le disait Hélène tout à l'heure, n'oublions pas que l'enjeu premier pour nous, professionnels de musée, c'est d'abord malgré tout de favoriser la rencontre directe avec le patrimoine, avec les objets. Et ça doit nous animer de fait constamment. Alors, je me permets de rajouter aussi une petite touche, peut-être plus personnelle, mais les uns et les autres dans les musées sont employés à rédiger, actualiser, redéfinir leurs projets scientifiques et culturels. Il n'est pas nécessaire d'être en chantier de musée pour prévoir un PSC, hein, ça fait partie aujourd'hui de la vie d'un musée. Et c'est vrai que de fait, je pense que la partie consacrée au public eh bien, va être complètement chamboulée les prochains mois dans les prochains documents puisque sont arrivées là d'un coup des nouvelles pratiques, des innovations auxquelles on n'avait peut-être jamais pensé jusqu'alors. Et puis, on est d'une certaine manière obligé à penser contexte de crise, crise sanitaire, comment continuer à garder le lien avec les publics, les objets en période aussi troublée. Alors, je propose qu'on s'en tienne à ces échanges. Je me permets aussi de rappeler que nous avons un prochain débat virtuel, pas tout de suite. On va un petit peu rompre le canevas d'un rendez-vous tous les 15 jours pour nous retrouver le 12 août avec cette thématique conservation, restauration, sécurité des œuvres, veille sanitaire, où en êtes-vous ? Donc, après avoir abordé aujourd'hui la question de la médiation, on en vient la prochaine fois à une question plus directement liée aux soins des œuvres. En tout cas, je tiens à remercier encore nos 4 intervenantes du jour, mais aussi les uns et les autres à la fois pour votre fidélité et vos interventions complémentaires qui ont permis d'alimenter ce débat. Donc, je vous souhaite un très bel été culturel et on se donne rendez-vous le 12 août. Merci pour votre attention. À bientôt.